Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première matinale. On va commencer. Donc, juste pour me présenter rapidement, je suis Charline Garnier, je suis de l'Agence de développement économique de Haddock et je suis en charge de l'animation de la filière numérique en santé que je co-anime avec le pôle de compétitivité Eurobiomed. L'idée donc de ces matinales, c'est de vous les proposer sous forme de séries. Donc, on va essayer toutes les 6 semaines de vous proposer un contenu nouveau. L'idée, c'est que vous choisissiez la prochaine thématique. Donc, je vais vous expliquer comment on va procéder. Mais avant tout ça, je vais présenter donc mes intervenants d'aujourd'hui. Elsa Créache, qui est responsable de mission de l'Agence du numérique en santé, et, et Bonjour à Julien tous. et Julien Plagne, qui est chargé de projet Genius. Voilà. L'idée de cette première matinale, c'était de vous présenter un petit peu la stratégie nationale, enfin de revenir sur la stratégie nationale du numérique en santé, de rentrer un peu dans Genius, qui est un outil assez complet avec plein de nouveautés qui sont en train d'arriver. Donc, Julien va nous présenter ça. Et puis après, moi, je vous présenterai la feuille de route du numérique en santé en Occitanie avec les différentes actions qui vont arriver. Alors, juste pour vous rappeler un petit peu les règles du jeu, donc les caméras et les micros sont coupés. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra en fin de session. Et pour la thématique, donc je vais vous demander de réfléchir au thème que vous voudriez voir abordé lors de la prochaine session. Et en fait, en fin de séance, on va mettre en place un petit sondage où vous aurez le droit à la parole, c'est pas ça, mais en tout cas, de donner votre avis pour qu'on aille après chercher les bons intervenants. Voilà. Elsa, je te laisse la parole. Je vais partager mon écran. Tac. Bien. Écoutez, bonjour à tous et merci à nouveau Charline pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous en ce début de matinée. Euh, Mon intervention aujourd'hui a pour objectif de très rapidement, en quelques minutes en tout cas, de vous donner un petit tour d'horizon de la feuille de route du numérique en santé du ministère en charge de la santé et plus particulièrement des actions en faveur de l'innovation numérique. Donc peut-être très rapidement, je vais commencer par présenter l'Agence du numérique en santé, puisque c'est voilà, peut-être que vous nous connaissez, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous les participants aujourd'hui. Donc l'Agence du numérique en santé, l'ANS, c'est environ 230 collaborateurs. On est basé à Paris Santé Campus, donc dans le 15e à Paris. L'Agence du numérique en santé a 3 missions principales qu'on a tendance à décrire sous 3 mots-clés, on va dire. Le premier mot-clé, c'est régulateur. L'Agence du numérique en santé, en fait, est en charge de la définition des règles socles du numérique en santé, et en particulier tous les référentiels d'éthique, de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information. Par ailleurs, on joue aussi un rôle d'opérateur, c'est-à-dire que l'Agence du numérique en santé est parfois missionnée par les pouvoirs publics pour construire un certain nombre de systèmes d'information d'envergure nationale, comme c'est le cas par exemple du ROR, donc c'est le répertoire qui cartographie l'offre de santé sur les territoires, ou ça a été le cas encore il y a quelques années avec les bandeaux téléphoniques des SAMU Centre 15 par exemple. Et notre dernier rôle, qu'on pourrait qualifier de rôle de promoteur ou de valorisateur, donc l'Agence du numérique en santé mène aussi un certain nombre d'actions pour promouvoir le numérique en santé, promouvoir les usages du numérique en santé en travaillant avec les professionnels de santé, les établissements de santé, etc. Donc en fait, à l'ANS, vous allez trouver 3 grands profils, je dirais, de collaborateurs, pour faire très caricatural. On va avoir des experts techniques, des experts en cybersécurité, en interopérabilité. On va avoir des chefs de projet capables de mener et de piloter des grands programmes nationaux de systèmes d'information. Et on va avoir des profils peut-être plus généralistes, capables de comprendre les enjeux terrain, les besoins des professionnels, les besoins des innovateurs, et de leur proposer les services de l'agence. Alors, l'Agence du numérique en santé, finalement, on travaille pour les professionnels de santé qui travaillent en ville, qui travaillent dans des établissements de santé, dans des établissements et services médico-sociaux. De façon peut-être plus anecdotique, mais on travaille aussi directement dans un certain nombre de cas avec des usagers et des patients, en administrant par exemple le site santé.fr. Et on est aussi au service des industriels qui équipent les professionnels et les usagers du monde de la santé. Notre gouvernance, en quelques mots aussi, pour que vous sachiez d'où vient notre programme de travail. Donc, l'Agence du numérique en santé est pilotée par le ministère en charge de la santé.
Et dans notre conseil d'administration, on a également la Caisse nationale d'assurance maladie, donc la CNAM, la CNSA, la Caisse nationale pour la solidarité pour l'autonomie, les agences régionales de santé et les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, les GRAD. Voilà en 2 mots ce qu'est l'ANS, et bien sûr, si vous avez des questions sur l'agence, j'y répondrai en fin d'intervention. Alors, en quelques mots, je me fais un peu le porte-parole du ministère, on va dire, sur la feuille de route du numérique en santé. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a eu une première feuille de route du numérique en santé en 2019, puis une nouvelle feuille de route en 2023, qui va couvrir la période 2023-2027, donc on est quasiment au milieu. Cette feuille de route du numérique en santé, elle comporte 65 actions très précisément pour mettre le numérique au service de la santé et plus particulièrement au service de quelques grands enjeux de santé publique que sont la prévention, l'amélioration de la prise en charge, qui va aussi avec le fait de faire gagner du temps aux professionnels, et l'accès à la santé. Donc c'est les priorités 1, 2 et 3 de la feuille de route du numérique en santé, avec un certain nombre d'actions derrière. Tout en continuant à mettre en place un cadre propice au développement du numérique en santé et au développement des innovations. Là, j'ai pas le temps, évidemment, dans ma courte intervention de ce matin, de vous décrire toutes les actions de la feuille de route du numérique en santé, mais si vous voulez avoir un point d'étape sur cette feuille de route, vous pouvez vous connecter 2 fois par an à ce qu'on appelle le Conseil du numérique en santé, le CNS, qui vous permettra de vraiment tout savoir sur la feuille de route du numérique en santé. La feuille de route du numérique en santé, elle s'appuie sur une doctrine qu'on représente souvent sous la forme d'une maison. Une maison dans laquelle on a des fondations composées de règles socles en sécurité, en interopérabilité, en éthique. Il y a aussi dans nos fondations des services socles d'identité, donc pour correctement identifier les patients et les professionnels du monde de la santé. On trouve aussi des services socles d'échange et de partage de données de santé, comme la messagerie sécurisée de santé, le dossier médical partagé, la plateforme du SAS qui permet d'orienter des appels vers les urgences, l'ordonnance numérique, etc. Et tout en haut de la maison, on trouve 3 plateformes d'État que sont Mon Espace Santé, qui est le carnet de santé numérique de l'usager. On trouve santé.fr aussi, qui est un site d'information grand public sur la santé. On trouve aussi le bouquet de services aux professionnels, donc ça va être le pendant de Mon Espace Santé, mais pour les professionnels de santé, c'est l'endroit où ils vont pouvoir retrouver toutes les données de santé relatives aux patients qui prennent en charge. Et donc, le dernier message que je voulais faire passer sur la partie vraiment doctrine et feuille de route du numérique en santé, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de solutions numériques, il y a en fait un certain nombre de règles à respecter et de services socles à intégrer dans vos développements quand vous vous lancez dans le développement d'une solution numérique. Vous devez respecter un certain nombre de règles éthiques. Progressivement, l'Agence du numérique en santé publie des exigences en matière d'éthique que vous pouvez retrouver sur notre site. Historiquement, l'Agence du numérique en santé a publié aussi un certain nombre de règles de sécurité qui sont regroupées dans un corpus documentaire qu'on appelle la PGSSIS, Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. Il y a des règles à respecter quand vous hébergez des données de santé, c'est ce qu'on appelle le règlement HDS. Il y a des règles d'interopérabilité à respecter que vous trouvez décrites dans le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, qu'on appelle nous plus vulgairement le C6. Vous devez correctement identifier les patients et les usagers qui sont pris en charge et qui sont référencés dans vos solutions. Donc pour ça, vous allez utiliser l'identité nationale de santé. Vous pouvez vous reposer sur ce qu'on appelle l'appli carte vitale. De la même façon, vous devez identifier correctement les professionnels qui travaillent dans les structures et qui utilisent vos applications numériques. Vous allez les identifier en vous basant sur des annuaires nationaux que sont le RPPS, le FINES ou le ROR, et vous allez sécuriser leur identification électronique via ProSanté Connect. Si vous voulez échanger de données de santé entre professionnels, il faut utiliser des messageries sécurisées de santé, donc des MS Santé. Si vous voulez partager des données de santé, il faut avoir bien en tête qu'il faut alimenter Mon Espace Santé, donc le carnet de santé numérique de l'usager. Voilà, j'en passe. C'était quelques illustrations, en tout cas, de règles qui s'appliquent à tout porteur de solutions numériques. Et si vous voulez tout savoir sur ces règles justement à respecter, je pense que la documentation de référence, c'est ce qu'on appelle la doctrine du numérique en santé. Chaque année, elle est remise en concertation, elle est mise à jour, et donc là, vous devriez bientôt voir publier une nouvelle version suite à la concertation qui s'est achevée en fin d'année. Et l'ANS met à votre disposition une plateforme qu'on appelle la plateforme Convergence qui vous permet de tester votre conformité à la doctrine et qui est parfois un passage obligé pour certaines procédures que vous devez mener. Par exemple, si vous voulez vous faire référencer dans Mon Espace Santé, si vous voulez bénéficier d'une prise en charge de votre dispositif médical numérique, la plateforme Convergence est un point d'étape incontournable. Il me reste combien de temps, Charline, pour voir 5 minutes à peu près, c'est ça? Oui.
5 à 7 minutes. Ok, super. Bon, voilà, c'est pour savoir si j'accélère encore. Un petit zoom maintenant sur la stratégie d'accélération numérique en santé, la SASN. Donc la SASN, en fait, c'est un programme qui fait partie du programme France 2030 qui avait pour objectif en fait de renforcer la filière santé numérique. C'est une stratégie qui a été lancée en 2021 et dont un certain nombre d'actions continuent encore à être annoncées jusqu'à cette année 2025. Cette stratégie d'accélération santé numérique, elle a pour objectif de couvrir toutes les étapes en fait du cycle de vie d'un projet. Elle a un certain nombre d'actions qui sont sur la formation des professionnels pour que les professionnels soient plus aguerris au numérique en santé dès leur formation initiale. Ensuite, on a des actions plutôt sur la partie recherche pour stimuler la recherche dans le numérique en santé. Des actions sur l'exploitation des données de santé, qui est quand même un des gros enjeux et dont on parle beaucoup d'ailleurs en ce moment, sur l'utilisation secondaire des données de santé. Un quatrième portefeuille d'action sur le fait de renforcer les expérimentations et de favoriser l'innovation ouverte. Et un dernier pan de la stratégie d'accélération santé numérique qui est sur l'accès au marché, pour faciliter l'accès au marché aux innovations. Et je vais juste vous donner un exemple pour chacune de ces grandes familles d'actions. Sur la... Ah oui, non, j'avais quelques chiffres clés, je crois, juste après, pardon. Quelques chiffres clés sur cette stratégie d'accélération santé numérique. C'est à peu près 500 millions d'euros engagés depuis le lancement de la stratégie en 2021. On a 32 actions sur tout le cycle de vie que je viens de vous décrire, qui ont été lancées aussi depuis 2021, dont 14 guichets de financement ouverts aux innovateurs. Et la stratégie d'accélération santé numérique, c'est aussi maintenant plus de 200 lauréats et bénéficiaires des actions de la stratégie un peu partout en France. Je crois que vous avez une carte juste après, et l'Occitanie fait partie des régions dans lesquelles on trouve un certain nombre de lauréats de cette stratégie. Alors, c'est ça, j'avais 48 en tête, donc 46 lauréats en Occitanie, c'était à fin décembre, ces chiffres-là. Peut-être qu'il y a eu encore quelques petites annonces depuis. Alors, pour vous donner un exemple sur la partie formation, donc sur former les professionnels de santé aux compétences numériques, dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique, un décret a été publié qui rendait obligatoire des heures de formation sur le numérique en santé pour tous les professionnels de santé dans leur formation initiale. Au-delà de l'aspect un peu réglementaire, la stratégie d'accélération santé numérique a aussi financé, via un AMI qu'on appelle l'AMI CMA pour compétences et métiers d'avenir, a aussi financé des projets. Très souvent, ce sont des projets portés par des universités, mais il peut y avoir aussi certaines écoles d'ingénieurs, par exemple, qui en ont bénéficié. Et via ce programme AMI CMA, ces universités se sont vues dotées d'un certain nombre de financements pour créer de nouveaux cours, de nouveaux modules de formation sur le numérique en santé, tant pour former les professionnels de santé que pour former certains métiers un peu experts dont on sait que le numérique en santé aura besoin demain. Donc, c'est des juristes, des chargés d'affaires réglementaires, par exemple. Sur la partie recherche, donc là, de nombreux projets de recherche aussi ont été financés, en particulier sur le thème des jumeaux numériques. Donc là, le but de ces projets de recherche, c'est de faire émerger des technologies de rupture. Donc il y a 17 projets ainsi qui ont été financés en recherche numérique. Et un consortium a été monté, un consortium qui s'appelle le consortium ComSan, qui a aussi pour objectif de faciliter le transfert en fait des technologies issues de la recherche vers le monde industriel. Et ce consortium, à ce jour, accompagne 18 projets. Sur l'exploitation des données de santé, les établissements de santé, en particulier les CHU, ont pu bénéficier ces dernières années d'un programme de financement pour la constitution de leurs entrepôts de données de santé. Le Health Data Hub, la plateforme des données de santé, comme on l'appelle désormais, finance également des appels à projets qu'on appelle les Data Challenge, qui sont des compétitions en sciences de la donnée. Voilà, quelques exemples en tout cas de ces projets autour de l'exploitation de la donnée de santé. Je peux aussi citer la consultation qui a eu lieu fin 2024 sur l'utilisation secondaire des données de santé pour que l'État se dote d'une vraie stratégie dans ce domaine. Quatrième axe de la stratégie, l'expérimentation. Alors c'est l'axe que je connais peut-être le mieux puisque dans mes fonctions, je suis aussi responsable du portage de l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation en santé. Dans cet axe-là, on a financé 37 tiers-lieux d'expérimentation en santé. Les tiers-lieux d'expérimentation en santé, ce sont des consortiums
qui reposent souvent sur une structure de santé, mais composées aussi plein d'autres expertises, de plein d'autres compétences, et qui vont permettre en fait aux entrepreneurs de plus facilement tester leurs solutions en vie réelle, avec des professionnels, avec des usagers, pour dérisquer leurs projets, tant sur le plan de l'usage que du modèle économique, que de la technique, que du réglementaire, etc. Donc via ces tiers-lieux, on a financé aussi plus de 80 projets euh, d'expérimentation et d'évaluation de solutions numériques innovantes. Et enfin, et ça fera le lien avec l'intervention de Julien sur la partie accès au marché. Donc les solutions de télésurveillance bénéficient depuis quelques années aussi d'une prise en charge par l'assurance maladie. Certaines solutions ont aussi pu bénéficier de ce qu'on appelle la PECAN, la prise en charge anticipée numérique, qui leur permet d'être financées le temps qu'elles finissent leurs études cliniques et qu'elles puissent faire la preuve de leur impact. Et par ailleurs, BPI France a mis en place aussi un guichet qu'on appelle le guichet Diag DM, qui permet aux entreprises d'avoir un appui dans la réalisation de leurs démarches réglementaires en vue d'un marquage CE notamment. Donc voilà, quelques actions en tout cas de la stratégie d'accélération santé numérique qui peuvent vous bénéficier directement. Et dans les dans les actions que j'ai pas citées, mais c'était fait exprès, vous avez aussi, pour faciliter l'accès au marché, la plateforme Genius que Julien va vous présenter tout de suite. Merci Elsa. Parfaite transition. Il y a quelques questions, on les déroulera tout à la fin et sans plus de préambule, Julien, je te laisse la main. Et bonjour à tous et à toutes. Donc Julien Plein, je travaille à l'ANS et je suis responsable du projet donc Genius que je vais vous présenter euh, ici. Donc j'ai 10 minutes, on va faire efficace comme le site, on va aller à l'essentiel. Donc Genius, je vois que j'ai fait un petit sondage pour savoir si vous le connaissiez bien ou pas. Je vois que c'est assez partagé, mais il n'y a pas de souci. Donc Genius, c'est un site qui a été lancé en 2020 suite à la feuille de route d'Agnès Buzyn. Il y avait une action qui s'appelait créer un lab de l'e-santé. Et plutôt que d'inventer le besoin à la place des gens, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un grand sondage auprès de plus de 800 personnes, un questionnaire ouvert. Donc c'était long à dépiler. Mais les gens, on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils attendaient d'un lab dans la e-santé et les réponses ont été grosso modo les financements, on ne sait pas où les trouver, il y en a un peu partout. La réglementation, c'est parfois compliqué. Quand on veut l'appliquer sur des projets, ben, on ne sait pas comment faire. Acteurs de la e-santé, il y en a 60 000, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui contacter, à quel moment et surtout si on a un intérêt à les contacter. Et quand on cherche une information, grosso modo, quand on la cherche, on met 15 ans à la trouver. Quand on la trouve, elle est périmée depuis 2 ans. Voilà. Et pareil, pour les événements, souvent, les personnes qui étaient ailleurs que Paris ou une grande ville se disaient, ben, en fait, moi, j'ai tous les événements, ils sont loin de chez moi, du coup, je peux pas prendre une journée pour aller à l'événement, etc. Donc voilà, donc on a lancé Genius, et la philosophie de Genius, c'est d'aller à l'essentiel, ne pas faire perdre de temps aux gens, c'est-à-dire, vous savez, tous les sites d'État sur lesquels on va, et en fait, il faut scroller pendant 60 heures pour trouver un truc intéressant. On a essayé de faire l'inverse. Et donc, sur Genius, il y a plusieurs grandes catégories. Donc, il y a les financements où vous allez pouvoir trouver, je vais vous montrer après concrètement comment ça se présente, mais financement, c'est trouver l'information qui est le financement qui correspond à votre projet, même ceux auxquels les personnes n'ont pas pensé. Dans réglementation, on prend toute la réglementation qu'on a fait avec les porteurs de projets. Par exemple, mon espace santé, comment référencer sa solution avec des pas à pas. Ça peut être aussi les acteurs de la e-santé. Donc, on a tous les acteurs qu'on a recensés et on a créé les pages avec eux. Et c'est savoir qui contacter, à quel moment, est-ce que j'ai un intérêt de le contacter? Et si oui, c'est quoi le contact directement? Et aussi pour les gens qui veulent se lancer à l'international, on a des fiches pays pour dire bah, en Estonie, hein, c'est quoi le monde de la e-santé? Les programmes nationaux, par exemple, Elsa parlait de la SASN, de la stratégie d'accélération santé numérique. Parfois, on parle du Ségur, etc. Mais voilà, France 2030. Donc, on ne sait pas forcément toujours à quoi ça correspond. Donc, on a essayé de prendre ces sujets et de les rendre simples. Et ensuite, rester informé. C'est des gens partout en France qui, lorsqu'ils font une actualité ou un événement qui peuvent intéresser les porteurs de projets, eh ben, ils peuvent les soumettre sur Genius. On les ajoute et tout le monde peut les trouver. Genius n'est pas là, comme je vous l'ai dit, on est public et nous, on n'est pas là pour retenir les gens.
comme la plupart des sites internet. Parce que nous, on n'a pas d'objectif, d'abonnés, de visites, etc. Notre but, il n'y en a qu'un, c'est que la personne trouve l'information. Et on a plein de partenaires. Et tout ce qu'on construit sur Genius, c'est toujours avec les gens qui savent, pardon. Et donc, nous, par exemple, quand on fait un événement, le but, c'est pas de créer le lien et que les gens restent sur Genius et tout ça. Non, s'il y a un événement, par exemple, si vous organisez un événement, le lien, ça va être la page de votre événement. Si les acteurs de la e-santé nous disent, bah, nous, en fait, on a un Living Lab, on a une page intéressante, on envoie les gens vers la page. Sur Genius, on fait pas de copier-coller, c'est on envoie les gens sur l'information qui correspond. Donc voilà, donc maintenant, je vais vous montrer un peu concrètement comment ça se matérialise, parce que là, j'étais un peu vite. Tac. Donc, Genius, quand vous arrivez sur la page, je vais attendre quelques secondes que la page s'affiche bien. Vous la voyez? Je vois plus le chat, du coup. Vous voyez bien la page? Mon partage, ça marche? Oui, ça Oui. marche, Julien. Ok. Donc là, sur Genius, donc voilà, donc là, vous avez les événements et les actualités. Vous pouvez devenir membre, mais je mettrai un lien où il y aura toutes les informations. Et Genius a été fait avec beaucoup de partenaires. Donc ça, c'est les partenaires, entre guillemets, qui ont signé la charte. Mais Genius ne s'est pas fait tout seul. Et d'ailleurs, sur l'onglet Merci, vous pouvez voir tous les gens qui ont participé à la création de Genius. Donc il y en a vraiment beaucoup. On a vraiment co-construit au vrai sens du terme, où la façon de faire sur Genius, c'est on prend un sujet qui est demandé par les innovateurs, on fait appel, on met tous les gens qui savent autour d'une table et on fait une liste au Père Noël avec le service parfait. Et après, on devient un peu plus réaliste. Et ensuite, une fois que le service est OK, on le fait tester à des innovateurs. Et si à n'importe quel moment du circuit, des gens nous disent, ben, en fait, ça sert à rien, ce que vous avez fait, c'est pas terrible, ça nous est jamais arrivé, mais on n'aurait aucun souci à ne pas le sortir, quoi. Donc, financement, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs choses. On a trouvé mon financement avec Aide Territoire. C'est un partenariat qu'on a fait avec une start-up d'État qui permet de trouver dans les territoires les appels à projets, les choses comme ça. Ensuite, on a un service pour les innovateurs sur les DM. Il y a la réglementation de la HAS qui était assez complexe. Donc, on l'a pris une par une pour essayer de la vulgariser. Parce que, par exemple, quand on nous disait service d'information générale de l'utilisateur, B1, c'est un peu flou. Donc, en fait, pour chaque catégorie, on a fait une page vraiment simple. Vous voyez, il n'y a pas de. Ça va directement à l'essentiel, qui explique concrètement en fait, à quoi ça correspond ces solutions-là. Et on a mis des exemples concrets pour qu'on arrive à se projeter. Sur financement, on a aussi des fiches remboursement où on a pris, parfois on parle d'article 51 auprès de l'ARS, les forfaits innovation. Tout à l'heure, Elsa parlait de Pécan. En fait, on a pris chaque sujet et on a fait une page qui est simple, qui explique vraiment ce que c'est. Et vous voyez, les pages, c'est jamais un pavé de 8 km de haut. On a ensuite le médico-social, mais j'en parlerai plus tard dans la réglementation. Et en sachant que bientôt dans le financement, vous retrouvez quelque chose qu'on a appelé Mon produit, mon financement, qui est une sorte de questionnaire. On a travaillé plus d'1 an dessus avec des spécialistes pour justement, en fonction de l'outil de l'innovateur, savoir quel financement il peut prétendre. Donc ça va sortir, je pense, courant du mois de mars. Réglementation. On a les fiches réglementation où on a pris tous les grands sujets de la maison. Donc, on a convergence, le cadre d'interopérabilité, le dispositif médical, mon espace santé, la ICPS, etc. Et on prend ces sujets-là, remplis NS, et en fait, on explique du plus compliqué, du plus simple au plus. C'est une sorte d'entonnoir. C'est-à-dire que là, en fait, là, si quelqu'un du PMU d'en bas lit ça, il peut comprendre à qu'est-ce que c'est, grosso modo, l'INS. Et plus on va descendre, plus on va aller dans le précis, le cadre réglementaire, les questions fréquentes, s'il y a des plateformes de formation, la documentation et les experts du sujet que vous pouvez contacter directement. Donc en fait, l'innovateur, quand il vient ici, en fait, déjà, il a fait un pré-tri et il y a même un parcours guidé. Donc là, on prend vraiment pas à pas en disant étape 1, il faut que tu fasses ça. Étape 2, il faut faire ça. Étape 3, il faut que tu contactes telle personne pour créer un compte, etc. Et donc ça, on l'a fait pour la plupart des fiches réglementaires. Ensuite, on a un petit diagnostic réglementaire pour savoir quelle réglementation s'applique à son projet. On a
le dispositif médical numérique. On parle souvent des DM, etc. Mais moi, je dis c'est un DM numérique, mais c'est quoi en fait? Donc là, pareil, on repart de la base de la base. C'est quoi un DM? Est-ce que ma solution est un DM? C'est quoi les acteurs du DM? Les 4 questions pour préparer la mission de marché, le marquage CE, comment faire pour l'avoir, et les 4 questions pour anticiper le remboursement du DM. Le médico-social, ensuite, c'est un des derniers services qu'on a sorti où souvent les gens disaient, les startups disaient, on va pas investir dans le médico-social parce qu'en fait, il n'y a pas trop de marché, etc. Et on a voulu montrer que c'était pas forcément vrai avec les structures, les financements spécifiques, les acteurs du médico-social et le réglementaire spécifique. Et par exemple, je ne vais pas aller dans le détail de tout, je vous laisserai aller voir, mais pour chaque structure, en fait, on a pris les grands thèmes. Et sur ces structures, on met, en fait, les EHPAD, ça représente 742 000 personnes. Les résidences personnes âgées, c'est 137 000. Et on a fait ça pour tous les, euh, les types de structures. Les acteurs maintenant, c'est là où on va pouvoir trouver, par exemple, l'ANS. L'ANS, c'est quoi? Ça sert à quoi? Vous avez toutes les informations ici. Donc pareil, toujours la même philosophie. C'est on part du plus simple et plus on descend. Est-ce que j'ai un intérêt à contacter l'ANS? Parce qu'en fait, les porteurs de projet, et là, on a plus de 70 acteurs. Bah, ils sont totalement perdus. Par exemple, il y a quelqu'un qui ne connaîtrait pas le monde de la e-santé, il ne sait pas qui contacter, est-ce qu'il va contacter tout le monde, etc. Donc, est-ce que j'ai un? C'est utile. Si c'est utile, à quelle phase il faut qu'il la contacte? Des informations sur le financement et après, voilà, des informations plus précises avec les acteurs, etc. Sur l'international, on a pris beaucoup de pays on en rajoute très régulièrement. Voilà, par exemple, la Finlande, au hasard. Voilà, on a les chiffres à retenir. Là, on a un ambassadeur finlandais qui explique un peu en vidéo pour que ce soit un peu moins lourd. Et après, on a pris les informations de la e-santé. Et là, on a recherché les équivalents. Par exemple, il y a le ministère de la Santé, bah, c'est ça. L'Institut de santé et bien-être équivalent de l'Agence du numérique en santé, c'est ça. En fait, on essaie toujours de mettre des équivalences, même s'il n'y a jamais d'équivalence parfaite, mais pour que quelqu'un soit pas perdu. Donc voilà, bah, l'équivalent de l'ANS, c'est voilà, bah, je vous laisse lire. Voilà. Donc les autorités, les associations, la formation, etc. Donc on a mis ça pour tous les acteurs. Programmes nationaux, tout à l'heure, Elsa parlait des tiers-lieux. Les tiers-lieux, donc là on a la feuille de route, la SASN, les lauréats et le Ségur. Dans les acteurs, on les retrouve aussi dans les lauréats. Les tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est des endroits où les innovateurs peuvent, si je vulgarise à mort, c'est l'endroit où les innovateurs peuvent tester en conditions entre guillemets réelles leurs solutions. Et Genius, depuis quelque temps, on relaie beaucoup les tiers-lieux pour les mettre en valeur, parce que aussi une des vocations de Genius, c'est de montrer qu'il n'y a pas que Paris. Et sur Genius, vous retrouvez tous les tiers-lieux en fonction des régions. Donc l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie qui est plus bas. Voilà. Et à chaque fois, on a une description des tiers-lieux qui apparaît. Restez informés pour finir, on a les actualités, les événements et le podcast qu'on avait, où il y a 30 épisodes, où on prend une thématique et on a une start-up et un institutionnel qui viennent parler, qui peut dire attention, nous on a fait ces erreurs-là, je vous conseille de ne pas faire ça, voilà, sur différents sujets, et on a les actualités, les événements. Tout à l'heure, je vous mettrai un lien dans le chat pour que vous puissiez euh, rajouter si vous avez un événement qui intéresse les innovateurs. Vraiment, il faut se mettre dans la peau d'un innovateur. C'est est-ce que cet événement peut être intéressant pour quelqu'un qui innove? Et si oui, vous le mettez et on le rajoutera sur Genius. Donc là, vous vous dites, waouh, il a été vite, il y a plein d'informations, mais moi, je veux retrouver les tiers-lieux ou je veux savoir ce qu'est l'ANS, mais je sais plus où aller. Et ben depuis lundi dernier, on a mis ce petit bouton qui est en bas, qui est en gros un assistant IA, où en fait vous posez votre question, qu'est-ce que la NS? Voilà, qu'est-ce que la CNSA par exemple, paf, et vous tapez entrée, et en fait, bon là, ça va réfléchir et ça va aller chercher ce qu'est la CNSA. Vous posez la question que vous voulez, et en fait, si l'information est dans Genius, ça la sortira. Si l'information n'y est pas, ça la sortira pas. Si vous testez le chatbot, le truc qui peut nous aider, vu qu'on l'a lancé lundi, il est possible qu'il y ait des pages qui ne soient pas à jour sur Genius, parce qu'en fait, on n'est que un sur Genius, donc c'est compliqué
de toujours remettre à jour tout. Donc, si vous posez une question et vous voyez que ça répond, c'est pas correct, vous mettez le petit pouce en bas. Et en fait, nous, ça nous aide après à voir ce qui va pas et de le corriger vite. Et si ça va, vous pouvez mettre le pouce en l'air, mais sinon, il n'y a pas de choses à mettre. Mais vous pouvez poser toutes les questions et ça vous répondra dans un langage naturel, comme tous les chatbots. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions, ce sera peut-être mieux et je pourrais vous montrer. Euh, voilà. Bah merci. En plus, Merci les Julien. innovateurs. Ouais. Merci Julien, très complet. Je rajoute que, je vous encourage vivement, si vous n'y êtes jamais allé, à aller sur Genius. C'est un outil qui est assez complet et global. Il y a plein de nouveautés qui sont en train de sortir, notamment le chatbot qu'on a pu nous tester en avant-première et qui est fiable. Et effectivement, comme tu le disais, si ça ne sait pas l'info, ça ne sort pas quelque chose d'erroné. Et je trouve que voilà, le Genius est très à l'écoute des remontées terrain pour évoluer. Donc, n'hésitez pas à y aller, à nous faire vos retours, c'est très important. Et aussi, on travaille actuellement sur un autre gros sujet avec Charline, mais ça, on fait un peu de teasing pour pouvoir revenir présenter quelque chose. Ok. Merci Julien. On va passer donc sur la partie spécifique Occitanie. Avant de dérouler la feuille de route, je représente rapidement ce qu'est ADOC et l'Agence de développement économique, pardon. On est organisé en fait en plusieurs départements en fonction de nos expertises, ce qui va nous permettre en fait d'accompagner les entreprises à 360. Quelles que soient en fait les phases de développement, de croissance, on va pouvoir vous accompagner ou en tout cas vous flécher vers les bons interlocuteurs. Donc, comme je le disais en préambule, moi je fais partie du département innovation avec donc mes deux collègues Bérénice Chailloux qui est basée à Toulouse et Marjorie Monlot à Montpellier. Et donc, nous, on est en charge de vous accompagner sur vos projets innovation, de flécher le bon financement qui est adéquat qui est en adéquation avec vos projets, vous aider à trouver des partenaires, que ce soit académiques ou industriels. Et voilà, enfin, on peut faire des relectures de projets, vraiment vous accompagner sur l'ensemble de ce développement-là. On a également le département haut de bilan. Bon, je ne vais pas épiloguer, je pense qu'il porte très très bien son nom, puis on reverra les actions que ce département propose. On a le département territoire qui vous accompagne sur vos phases de croissance, vos besoins immobiliers. On a le département attractivité et implantation représenté par Camille qui est là aujourd'hui, qui est en charge de faire rayonner notre territoire et de faire en sorte que les entreprises s'implantent en Occitanie. Et puis le département international export conquête des marchés représenté par Roxane. On va y revenir tout à l'heure aussi puisqu'il y a des petites nouveautés qui ont déjà émergé et qui vont être mis en place rapidement. Alors, juste pour revenir sur ce que c'est en fait, ce qu'on entend par numérique en santé, on parle bien ici de développement d'outils, de modèles ou de services numériques qui vont être pour l'optimisation des systèmes de soins, pour son efficacité et au profit de la santé. La région en fait a mandaté l'Agence de développement économique pour justement animer la filière du numérique en santé qui a été lancée en novembre. Oui, le 26 novembre, pendant les journées de l'Université de la santé à Castres. Et donc, 4 grandes ambitions. Favoriser la croissance économique. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est là, pour vous accompagner dans le développement de vos projets. Optimiser la transversalité techno-recherche publique-privée, donc créer des ponts pour favoriser les consortiums et pouvoir faire que l'on rayonne au niveau national et européen. Faire de l'Occitanie un territoire d'excellence, donc c'est mettre en place des formations pour former nos talents, mais aussi les attirer, les fidéliser. Donc, on verra tout à l'heure que ça, c'est déjà une dynamique qui est déjà bien en marche, notamment avec les CMA. Et puis, faire rayonner la filière au niveau national et européen. On verra, on a déjà entamé nos premières actions. Donc, comme je disais, la région a mandaté
ad hoc pour animer cette filière. Mais avant tout ça, en fait, on a fait une cartographie de notre écosystème. Et la très très bonne nouvelle, c'est que l'écosystème, il est déjà établi et qu'il est très riche. C'est pour ça que vous êtes très nombreux. Je pense que ça se ressent aujourd'hui. Vous êtes plus de 80 aujourd'hui et plus de 150 inscrits. Mais en termes d'entreprises, on était à 231 en 2023, 15 laboratoires académiques. Et en termes de possibilités d'expérimentation et de business, là aussi, c'est assez dense puisqu'on est à 291 établissements de santé et 5892 établissements services médico-sociaux. D'où le fait de vouloir créer une filière parce que tout ce petit monde-là, il va falloir le regrouper et lui proposer surtout une ligne cohérente et en adéquation aussi avec la stratégie nationale. Quand on fait juste un tout petit focus sur les entreprises, on s'aperçoit qu'effectivement, elles vont avoir besoin d'accompagnement puisque plus d'un tiers ont moins de 4 ans et ont des petits effectifs. Ça veut dire qu'elles vont avoir des phases de croissance importantes qu'il va falloir accompagner. Alors, je vais passer rapidement, mais ça me semblait quand même important de faire un focus sur l'état en fait de la filière par rapport à la stratégie nationale. Donc, enfin, Elsa a très bien brossé le portrait de France 2030, mais on s'aperçoit aussi que là, l'Occitanie est très bien implantée et en adéquation. On a 13 projets d'entreprises en Occitanie qui ont été accompagnés à hauteur de 2,9 millions. On a 2 lauréats sur les entrepôts de données de santé hospitalière, un lauréat AMI. Sur le pan de formation, donc Elsa en parlait tout à l'heure sur les CMA, on a ESN by UM et Fury des Mater, donc ce sont, enfin, je ne vais pas revenir parce que tu l'as plutôt bien détaillé, mais en clair, l'idée c'est de former aux métiers émergents du numérique en santé, mais également de former les étudiants et les professionnels de santé à l'utilisation du numérique en santé. Et puis sur les tiers-lieux d'expérimentation, là aussi, on en a 2. RI2S qui a d'ailleurs fait un appel à projet à candidature là récemment, qui s'est clôturé. On en avait d'ailleurs diffusé l'actualité. Et puis Toulouse Santé Numérique, écoutez Toulouse. Alors, je vous disais que tout à l'heure, la filière, elle a été lancée donc, à Castres le 26 novembre. Donc, la filière qu'on co-anime avec Eurobiomed, on a bien sûr un copil où les différents collèges sont représentés, donc institutions académiques, recherche-formation, structure accompagnement et entreprises. En fait, quand on a fait cette cartographie des entreprises, on en a aussi remonté les besoins, les spécificités, les problématiques. Et ça nous a permis, en fait, avec ce copil, d'en déterminer une feuille de route que je vais vous présenter avec des actions concrètes. Mais là, vraiment, l'importance et le message que je veux faire passer, c'est qu'on est vraiment parti des besoins de terrain et on est encore sur le terrain, c'est-à-dire que moi, je fais une phase de prospection des entreprises. Donc, l'idée, c'est en continu de ne pas cesser de rencontrer les entreprises, que ce soit de toute taille différente et de tout segment différent, pour faire évoluer constamment cette feuille de route et qu'elle soit imbriquée avec la stratégie nationale, mais aussi en adéquation avec notre territoire. Ça a donné une feuille de route avec 5 axes: accompagnement des entreprises, accès au marché, accompagnement au financement, compétences et formations, visibilité et attractivité. Et si, voilà, je vais détailler chaque axe. Vous voyez en dessous des petits ronds, des petits logos, vous avez les échéances en fait qui sont visées avec le petit calendrier. Donc sur l'accompagnement des entreprises, comme je le disais, on a commencé une phase de prospection en septembre, mais elle est en continu. Un certain nombre d'entre vous, lors des inscriptions, ont demandé à être recontactés. Donc voilà, ça sera fait à la suite de cette première matinale. Les matinales, donc je le disais tout à l'heure, ça va être une série à peu près toutes les 6 semaines. On est en train de travailler sur un parcours digital de l'entrepreneur parce que je vous disais que l'écosystème, il est très riche, ce qui est très bien. Par contre, pour un entrepreneur, parfois, c'est compliqué de s'y retrouver, c'est compliqué de savoir quoi faire, à quelle phase et surtout d'identifier le bon interlocuteur. Et on est convaincu qu'un entrepreneur, ça doit se focuser sur son innovation, sur le go-to-market, mais ça ne doit pas forcément perdre du temps sur comprendre qui aller chercher à quel moment. En tout cas, nous, on est là pour
vous accompagner. Donc, on est en train de créer ce parcours digital qui sera disponible sur notre page Internet. Je vous montrerai après le lien. L'idée, c'est de faire une visée en avril et de bien remontrer les différentes phases qu'un projet peut avoir. Et je sais pas, un exemple, j'ai l'idée. Au début, peut-être que je vais m'axer plus sur le réglementaire. Quels interlocuteurs je vais aller pouvoir solliciter. Et les rencontres acteurs publics-privés, là aussi, écosystème très, très important. C'est parfois compliqué pour un entrepreneur de bien cibler le bon laboratoire quand il a une brique techno à développer. Donc, on est en train d'organiser, notamment avec le PUI de Montpellier, une journée porte ouverte, entre guillemets, une journée visite de laboratoire. Et ça, c'est à viser juin 2025. Sur l'accès au marché, on sait que sur le numérique en santé, c'est parfois compliqué de trouver son modèle économique et que c'est une problématique que l'entrepreneur doit avoir bien en tête dès le début de son innovation, dès le début de son projet. Donc, on a plusieurs actions dans ce sens, une possibilité d'échanger avec les directeurs des établissements de santé, mais aussi potentiellement des intégrateurs, ou en clair, tout acheteur qui pourrait acheter la solution numérique en santé. Donc, de faire venir ces décideurs-là pour vraiment échanger sur le type de modèle économique possible et les modèles qui sont viables. Au niveau réglementation, alors il y a un certain nombre de données qui sont déjà sur Genius. On va s'appuyer sur déjà l'existant, mais on réfléchit aussi à faire un diagnostic réglementaire sous forme de quiz lors de notre journée annuelle de la filière. Je vous parlais d'ateliers avec les décideurs. L'idée, c'est de faire pareil aussi avec les DSI, de comprendre, c'est bien de connaître la réglementation, c'est essentiel, mais aussi de comprendre les contraintes qu'ont les DSI pour pouvoir développer vos logiciels et de manière à ce qu'on puisse les intégrer dans un système d'information. Et un speed dating de l'écosystème pour permettre de se connaître, d'échanger et surtout quand des nouvelles opportunités apparaissent, des nouveaux appels à projets, pouvoir tout de suite créer des consortiums et y répondre. Sur l'accompagnement au financement, alors il y a déjà un certain nombre d'actions qui existent et on va s'appuyer dessus, notamment le haut de bilan, je vous le disais tout à l'heure. On a Occitanie Invest qui est mis en place. Donc là, ça sera pour la fin d'année. Généralement, on a une ouverture de candidature en septembre, si je ne dis pas de bêtises, qui se ferme en décembre, avec ensuite un coaching des projets retenus pour ensuite pitcher en mars face aux investisseurs. Et puis, il y a aussi Invest in Biomed qui est un événement organisé par le pôle de compétitivité Eurobiomed. On a la volonté, même si c'est très compliqué parce qu'il y en existe beaucoup, de vous faire de diffuser les appels à projets en cours. Donc ça, c'est une veille qui est en continu. C'est pour ça que le calendrier n'a pas d'échéance. C'est quand même compliqué parce que c'est riche. Donc, on le diffuse sur notre page LinkedIn et c'est une veille de chacun, au final, de chacun des membres du COPIL qui nous font des remontées pour qu'on ait connaissance de tous ces appels à projets. Et une volonté de monter des consortiums, bon, ça fait plusieurs fois que j'en parle, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais l'idée, c'est de former des ateliers de type intelligence collective pour comprendre comment on peut répondre à ces appels à projets. Sur la compétence et formation, là aussi, on va s'appuyer sur l'existant. On a 2 beaux lauréats de CMA, donc ESN by UM et Furidimater, qui sont en place, qui ont déjà lancé leur formation. Donc, l'idée, c'est de valoriser ces formations, de les faire connaître et de faire des actions avec eux. Et pendant nos phases de prospection, l'idée, bien évidemment, c'est de aussi, dans le dialogue avec vous, de comprendre quelles sont vos problématiques de recrutement pour les remonter et faire des actions futures en ce sens.
Et puis sur le dernier axe, visibilité, attractivité, donc on a bien évidemment la volonté de faire rayonner cette filière, donc de se faire connaître au niveau régional et national. On a déjà commencé à entamer un travail notamment avec Julien sur Genius, puisqu'on est au comité à plusieurs comités de Genius. L'idée, c'est de justement faire des remontées de terrain pour avancer tous ensemble, d'échanger aussi avec les autres régions. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'en Occitanie, on est plutôt très avancé. Alors, peut-être pas avec l'Île-de-France, mais en tout cas par rapport aux autres régions. Donc, l'idée, c'est de faire du partage de bonnes pratiques, mais aussi de commencer à créer des ponts entre les régions. On aura, donc je vous le disais, notre journée annuelle de filière qui est en train de se dessiner. D'ailleurs, à la fin de ce webinaire, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Dans ce questionnaire de satisfaction, on va vous demander les ateliers que vous souhaiteriez voir mis en place avec les intervenants pour que cette journée filière corresponde vraiment à vos attentes. Et connaissance des acteurs de l'écosystème régional. Donc, l'idée, c'est de faire une revue mensuelle des entreprises, des grandes actions. Donc, ça, c'est sur notre page LinkedIn aussi. Je vais y revenir là, juste après. Donc, voilà, les outils qu'on a mis en place en termes de communication. Donc, la page LinkedIn numérique en santé. N'hésitez pas à la taguer. Ça permet, nous, d'être au courant de vos initiatives, de vos actions et de le relayer. On a 3 principaux postes qui sont en récurrence mensuelle. Ils recrutent, ils font l'actu et les événements pour qu'on ait un agenda aussi partagé. Donc, n'hésitez pas quand vous avez des informations sur ces postes-là à me les faire remonter pour que je puisse en fait le diffuser. On a une page web, donc c'est le QR code là qui s'affiche, où vous pourrez retrouver toutes les infos. Donc si vous scannez ce QR code, vous aurez l'accès à la page LinkedIn et à l'annuaire, pardon. On a mis en place un annuaire donc pour regrouper tous les acteurs de l'écosystème. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit pour avoir de la visibilité et voir aussi qui fait quoi. Donc, les plusieurs événements à venir. Donc, je parlais tout à l'heure du pôle conquête des marchés et international avec Roxane. Il y a une learning expédition à Hambourg qui se dessine fin septembre, début octobre. Vous avez peut-être vu passer nos communications. Donc, ça sera en marge du Congrès médical international sur les maladies tropicales. L'idée, c'est vraiment de vous organiser des rendez-vous B2B à Hambourg. Ça sera à moindre coût. On est à 250 € l'expédition. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Sur LinkedIn, on avait diffusé. Donc, soit à compléter le petit formulaire et ou revenir vers moi pour que l'on puisse vous identifier. On a aussi un webinaire qui va arriver début mars sur les projets européens en santé avec le programme EU for Health et Horizon Europe. Et je rajoute que à cet événement sera présente la représentante du cluster hambourgeois Nord Life Science pour justement identifier les partenariats franco-allemands. Donc ça peut être très très intéressant. Dans les événements à venir très proches, que je ne vais pas vous lister toute la liste des événements, sinon 1 heure n'y suffirait pas, mais il y a Future Intelligence IA au service de la santé qui aura lieu le 13 mars au CHU de Toulouse et notre deuxième matinale donc, qui va avoir lieu début avril. Pas de date fixée parce qu'en fait, comme vous décidez la thématique et que nous, on va chercher les intervenants, ça va être aussi en fonction de la disponibilité des intervenants. Et donc, là que je vais vous laisser quelques minutes pour compléter justement le petit sondage. Normalement, vous le voyez apparaître pour identifier les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées prochainement. Allez, on se laisse 2 petites minutes et ensuite on répondra aux questions.
vais laisser le sondage ouvert et pendant ce temps, on va pouvoir répondre aux questions. Bérénice, je te laisse. Il y avait une question pour Elsa qui a été en partie répondue par Julien, mais comment peut-on trouver les guichets ouverts aux innovateurs? Ouais, effectivement, je pense que Genius est le meilleur canal pour que vous puissiez les identifier. Et puis, bah, toujours, quand il y a des choses qui s'ouvrent aussi, très souvent, ça fait l'objet de communication, notamment sur LinkedIn. Et puis, je ne doute pas qu'à Doc, vous les aurez aussi dans le viseur Tout à fait. Oui. rapidement après publication. Une question pour Julien. En plus des innovateurs, est-ce que les utilisateurs ou les patients sont sollicités? Alors, la cible principale de Genius, notre cible principale au niveau des visiteurs, c'est vraiment les innovateurs en santé. Mais on a des effets de bord, mais c'est des effets de bord positifs parce qu'en fait, on peut avoir autant des gens qui sont en école d'ingénieur dans la santé que une infirmière que des patients. Pour vous donner une anecdote, il y a 2 ans, on a eu en un jour la fréquentation d'un mois. Et en fait, c'était dû après recherche sur BFM qui en fait avait fait un article sur la carte vitale dématérialisée. Et en fait, je pense qu'ils avaient fait donc Google et c'était la chose qui expliquait le mieux de façon vulgarisée. Du coup, ils avaient mis un lien vers Genius. Donc en fait, tout le monde peut trouver des informations, mais c'est vrai que la cible principale, c'est-à-dire qu'on va pas mettre un événement qui est dédié aux patients, par exemple. Voilà. Et moi, le truc que j'ai pas dit dans la présentation, moi, dans les liens que j'ai mis, s'il y a un lien à retenir, c'est vraiment la page LinkedIn. Parce qu'en fait, sur Genius, je me doute que vous n'allez pas y aller tous les jours et peut-être que vous allez sur Genius et pas trouver ce qui vous intéresse. Mais comme on met toujours des nouveaux services, comme on les publie sur LinkedIn, au moins s'il y en a un qui vous intéresse, vous pourrez le voir passer sur LinkedIn. Et